Allô tout le monde, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la remise du prix Violette Metropolis Bleu. Mon nom est Christopher Dorado et je suis l'un des cofondateurs du prix. Ce soir, on célèbre la carrière légendaire de Michel-Marc Bouchard en lui décernant le prix Violette Metropolis Bleu. Bravo. Créé en 2018, le prix Violette Metropolis Bleu est remis à une écrivaine ou un écrivain du Canada issu de la communauté LGBTQ+, pour l'ensemble de son œuvre. Il vient avec une bourse de 5 000 $. Le prix Violette Metropolis Bleu est rendu possible grâce à la contribution du Mark Gallup, un généreux donateur qui soutient le festival ainsi que la programmation LGBTQ+, depuis plusieurs années. Merci, M. Gallup, pour votre soutien continu. Aujourd'hui, M. Bouchard rejoint une pléiade de prestigieux lauréats et lauréates, Nicole Brassard, Diane Brand, André Roy et Thompson Highway. Cette année, le jury était composé de l'ancienne récipiendaire, Nicole Brassard, de l'écrivain Nicholas Dawson, qui est avec nous ce soir, et de la professeure agrégée à l'Université de Calgary, Marie-André Bergeron. Voici ce que le jury avait à dire sur le travail de Michel-Marc Bouchard. De 5 heures de Marie jusqu'à Montréal, depuis les Muses orphelines jusqu'à Embrasse, l'œuvre de Michel-Marc Bouchard est rendue visible la diversité sexuelle sur la scène comme au grand écran. Il a ainsi contribué à faire étendre les voix des personnes minorisées et de toutes les fêtes de ce monde auprès du grand public. L'œuvre de Michel-Marc Bouchard en est une qui traite d'amour et de compassion dans la différence. Elle concerne l'affirmation de soi dans des contextes difficiles, des paysages horizons restreints. Si son travail a contribué à faire du théâtre un espace émancipateur pour les personnes non hétérosexuelles, c'est aussi ses prises de parole et son engagement à tous les jours à célébrer la communauté d'US LGBTQIA+, qui ont poussé le jury à choisir Michel-Marc Bouchard comme récipiendaire du prix Violette du Festival Metropolis Bleu. Donc, c'est avec beaucoup d'admiration et de respect que nous décernons le prix Violette Metropolis Bleu 2023 à Michel-Marc Bouchard. Je vous laisse dire quelques mots. Alors, bonsoir. Merci, Christopher. Non. Ce ne sera pas long, mes lunettes. Ça. Jésus. OK, on va y aller sans lunettes. Alors, il y a quelques semaines, suite à un problème de santé, j'ai failli dire adieu à ce monde. Au moment où j'ai cru le quitter, j'ai été envahi d'une immense gratitude pour tout ce que la vie m'avait apporté. J'allais fermer les yeux avec la considération que j'ai été un des hommes les plus choyés qui soient sur la Terre, et la reconnaissance que vous m'accordez ce soir ne fait que confirmer ce sentiment. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury du prix Violet. Quand on s'attarde au prestige du Festival international de littérature Métropolis Bleu et à l'impressionnant palmarès du prix Violet, on ne peut que se sentir profondément honoré. En tant que dramaturge, j'ai eu le privilège d'avoir été produit, entendu, supporté, critiqué, traduit, publié, chanté, adapté, applaudi, ici et à l'étranger.
J'ai œuvré dans une société qui s'est ouverte aux idées et aux différences, une société de plus en plus tolérante grâce à ceux et à celles qui m'ont précédé et ceux qui se battent encore aujourd'hui. Il y a plus de 40 ans, un soir, dans la voiture de mes parents, au lac Saint-Jean, la forêt qui bordait notre village était en feu. La nature avait planté un décor d'opéra pour le premier acte de ma vie d'adulte. Sur le siège arrière de la voiture, j'étais fébrile à la perspective des minutes qui allaient suivre. Je n'écoutais rien de ce que mes parents disaient, car j'allais arrêter le temps pour faire l'aveu sacré. J'avais 22 ans, je voulais être auteur dramatique et mes premières répliques devaient se jouer sur une confession à ceux que j'aimais le plus au monde. Je venais de terminer ma nouvelle pièce et elle ne pouvait pas exister sans que je leur dise qui j'étais vraiment. Et en 1980, le vocabulaire de l'aveu sacré était bien limité. Les mots pour dire ces choses n'existaient pas encore ou s'empruntaient à une langue étrangère, gay, coming out, closet. Les homosexuels d'ici ne parlaient pas cette langue et tout ce qui existait dans la leur se résumait en insultes blessantes, fif, tapette, pédé. Cette première pièce, c'était André Brassard, le plus grand des metteurs en scène, qui allait la monter et qui me répétait que j'étais courageux. Pour moi, cela n'avait rien à voir avec le courage. Être fidèle à ce qu'on est, c'est de l'intégrité. Le courage, sa génération plus que la mienne, s'en était chargée. Moi, je voulais parler d'amour, de désir, je voulais mon Roméo et Juliette. Je ne me suis pas questionné à savoir si les amours homosexuels étaient différentes des amours hétérosexuels. On s'aime, on se déchire, on est fidèle, on se trompe, on est conservateur, débridé, on se ment, on se pardonne. J'en cherchais alors, et j'en cherche encore, les différences, et ne les trouve toujours pas. Mais lorsque mes pièces ont été produites par de courageuses compagnies de théâtre dans des pays totalitaires, conservateurs, homophobes, j'en ai découvert au-delà du discours amoureux, le pouvoir subversif et politique. Paradoxalement, j'ai refusé à maintes occasions de faire partie des anthologies LGBTQ+. J'en ai refusé l'étiquette, j'ai refusé à ce qu'on enferme ou qu'on limite mon écriture à un pamphlet, à une revendication, à un éditorial. Je ne voulais pas être dans un secteur isolé de la librairie, mais dans tous les secteurs de la librairie, tout comme mes idoles. Je viens de Genet, de Fassbinder, de Pasolini, de Visconti, de Platon, de Mishima, de Tennessee Williams, de Marie-Claire Blais, de Nicole Brossard, de Thomson Highway, de Michel Tremblay. Je me retrouve dans les œuvres de Rodrigue Jean, de Xavier Dolan, d'Olivier Py, de Kevin Lambert, de Larry Tremblay, d'Hélène Dorion. Des artistes qui partagent ce que Bertolt Brecht appelait « rendre visible l'invisible », qui partagent leur expérience et leur vision du monde avec force, impudeur, intégrité, fantasme, paradoxe, doute, liberté et nécessité. Ce qui ne m'a pas empêché de m'impliquer depuis le début de ma carrière en tant que porte-parole dans de nombreux mouvements et organismes pour les avancées des droits LGBTQ+. J'ai cru et je crois encore que la bataille, qu'elle soit individuelle ou collective, est encore nécessaire, particulièrement dans les pays torchons où l'homosexualité est un crime passible d'emprisonnement. Le Canada et le Québec font encore partie d'une organisation dont la moitié des pays membres criminalisent tout acte homosexuel jusqu'à la peine de mort. Je parle ici de l'Organisation internationale de la francophonie. À quoi bon glorifier une langue si c'est pour marquer une répression pour certains et l'aveuglement pour d'autres? Je suis devenu un écrivain iconique queer. En 2016, j'entrais au dictionnaire Larousse et on peut toujours y lire que mes pièces dénoncent les mensonges d'une société dépressive et intolérante à l'égard de l'homosexualité. Grâce à ces jeunes et à ces plus vieux, d'ici et d'ailleurs, qui m'ont témoigné au cours de mon existence que mes œuvres les avaient aidés à faire l'aveu sacré, j'ai fini par en comprendre et accepter toute la portée sociale. En 1980, dans la voiture de mes parents, alors que les flammes dansaient pour moi, j'ai coupé la phrase de mon père, le souffle de ma mère, et je leur ai dit que j'étais un homme amoureux d'un autre homme. Et c'est à ce moment que je suis devenu écrivain. Je remercie mes amis, mes collaborateurs, l'artiste
mon fidèle éditeur Pierre Filion de chez Neméac, Linda Gaborio, ma traductrice en langue anglaise, et surtout mon compagnon de tous les jours, mon époux Louis, qui ne l'a pas eu facile depuis quelques semaines. À tous ceux et à celles qui me permettent de me tenir devant vous, je vous remercie encore de l'immense honneur que vous m'accordez et longue vie au Métropolis Bleu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ben, j'ai bien fait de venir. Merci. Merci, Michel. Nous allons maintenant passer à l'entrevue. Maintenant, nous accueillons François Lévesque, écrivain et critique du cinéma québécois qui pose plusieurs questions. Bienvenue, François. François Lévesque est né à Sainte-Terre, en Abitibi. Enfant, les films d'horreur et les romans policiers sont son exutoire. Après une maîtrise en études cinématographiques, il devient en 2008 critique cinéma au journal Le Devoir. Il mène en parallèle une carrière d'auteur et a publié plusieurs romans noirs, d'horreur et policiers, dont Un automne écarlate, Neige rouge et En entendant Russell. Le thème de l'homosexualité est récurrent dans son œuvre. En 2008, Matchi, L'Esprit du lac, lui vaut le prix Cécile Gagnon du meilleur prix roman jeunesse. Et en 2012, il reçoit le Grand Prix du journalisme indépendant, catégorie meilleure critique culturelle écrit. C'est à vous, messieurs. Michel Marc, on se connaît de longue date. La première question que je souhaite te poser, je ne te l'ai jamais posée dans la vie, et ça m'intrigue depuis longtemps. Quel a été ton premier contact marquant avec le théâtre, à l'enfance ou à l'adolescence? Vraiment une expérience qui t'a marqué pour la première fois? Avec le théâtre comme tel, j'ai l'impression qu'il y a un côté christique dans mon affaire, dans le sens que je dirais simplement que la première représentation, avant tout, que soit le théâtre, je vais y aller d'une façon très naïvement, ça a été la messe, qui est un code, une codification. Il y a des costumes, il y a des coulisses, le prêtre sort de sa coulisse, de son arrière-scène, il y a une espèce de décorum, il y a des textes lyriques. Alors, c'était pour moi la première fascination. Les hommes étaient en robe. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y avait le Christ sanglant, il y avait toute cette espèce de codification qui, d'ailleurs, si on revient à l'origine même du théâtre, chez les Grecs, même avant, il n'empêche que c'est intimement relié à la spiritualité. Alors, après ça, j'avoue que, venant d'une tradition de conteur, il y avait des séances et tout. Disons, une des premières choses marquantes au théâtre, parce que même quand j'en faisais à Matane avec la troupe du cégep, je ne savais pas ce que je faisais. Et dans ce sens, je n'avais pas de culture théâtrale, à part certains théâtres alcan au Beau Dimanche. Je ne sais pas si nous avons connu ça à l'époque où on avait un plan de caméra puis on filmait des pièces de théâtre, c'était en noir et blanc. Et je pense que le sens du théâtre, et c'est dommage qu'elle joue ce soir, il m'est venu d'Anne-Marie Cadieux. Nous étions étudiants au théâtre ensemble à l'Université d'Ottawa et j'ai vu cette jeune actrice jouer et ça m'a transpercé et j'ai fait, ben c'est ça le théâtre. C'est ça, cette espèce d'appel, je dirais, il y a quelque chose de formidable au théâtre, c'est un espace vide. Et c'est Brooke qui en parlait, mais c'est l'acteur au centre d'un espace vide qui appelle, je dirais, à l'au-delà, qui appelle j'ai toujours trouvé que les acteurs, les personnages sont un peu des demi-dieux. Alors, je dirais que ma première expérience très forte est passée par une comédienne qui s'appelle Anne-Marie Cadieux. Ouais. Tu as évoqué tes années à Matane, où tu as étudié en tourisme, mais où tu as fait beaucoup de théâtre. Ça a été la révélation aussi, j'imagine d'une certaine manière,
Oui, parce que les autres ont reconnu ce que je faisais. Et c'est ça, j'ai créé comme la troupe du cégep de Matane. Et on a créé 3 de mes pièces. La première s'appelait Mortadelle. Et c'est une histoire, Mortadelle, c'est une histoire sur la fin des dieux. Alors, on commence à l'Olympe, puis on finit dans un talk show américain. Ensuite, j'ai écrit Angélus, qui était que les anges, l'angiosphère avait disparu. Alors, tous les anges tombaient comme de la chasse aux oies blanches, là, et se ramassaient avec les lorgnes qui, eux, vivaient sous la terre. Et il y avait une humaine qui dominait ça, qui s'appelait Râle. Et on a monté ça, et ça durait 3h30. Des étudiants, enfin. Et on a fait, à l'époque, ça s'appelait le Printemps des Cégeps. C'était, je pense, à Sherbrooke ou à Saint-Jérôme. Et on a été la révélation. Et l'année d'après, on a fait Dans les bras de Morphée Tanguay, qui était un peu une satire sur l'éducation des enfants. Alors, premier acte, Morphée, un peu satirique, grandit elle a un conflit personnel avec le chien parce qu'ils sont arrivés en même temps, et grandit dans cet univers-là où elle se sent complètement objectalisée comme enfant. Et à la fin du premier acte, elle se lance devant une voiture. Deuxième acte, on reprend tout, mais dans sa tête. Alors, il y avait les gamètes mâles et femelles, il y avait la frustration, il y avait l'agressivité, il y avait l'amour qui était représenté par des mythes. Mais à la fin, eux aussi sont face à la voiture. Et elle tombe dans le coma et les deux univers se rencontrent. Je consommais un peu à l'époque. Et on a fait encore le tabac au printemps des cégeps. Et Mainmise, qui était un journal de Montréal, que peut-être les gens se rappellent, m'a fait un article de 4 pages. J'avais 19 ans. Alors c'est comme, bon, ben, peut-être c'est ça que je devrais faire dans ma vie. C'était quoi ta première réaction, tes premières impressions lorsque, la première fois, tes mots ont été joués sur une scène, même en amateur, même étudiant? Ouais. Je dirais qu'au tout début, il y avait beaucoup d'humour, comme je pratique un peu ce soir. Et c'est ça que je cherchais à quelque part, une espèce de... Parce que je pense que quand les jeunes artistes, exemple, tout jeunes, nous demandent la raison de pourquoi on fait du théâtre, je pense qu'au départ, on a envie d'être dans la lumière. On a envie d'être aimé, je dirais. Il y a comme une espèce d'immense quête d'amour et qui va rester chez la plupart des artisans jusqu'à la fin de leur jour. C'est que devient presque insatiable, je pense. Mais c'est surtout avec Dans les bras de Morphée Tanguay où j'ai réalisé que l'écriture avait un véritable pouvoir de partager. Je pouvais partager ma vision du monde sans que ce soit nécessairement comique avec le public. Et ça a été vraiment un déclencheur extraordinaire parce que j'ai compris c'était quoi, premièrement, écrire du théâtre, parce qu'avant, j'écrivais des histoires. Mais comment écrire quelque chose qui était percutant, la poésie, le lyrisme, une question sur le monde. Et il y a cette anecdote, il y a c'était à Matane, puis c'était l'hiver, il faisait froid, puis il y a une côte pour arriver jusqu'au cégep, puis je vivais en ville, puis je faisais du pouce, à l'époque on faisait du pouce. Et il y a une femme qui m'embarque, puis elle dit « Je vous fais pas embarquer parce qu'il fait pas beau, je vous fais embarquer parce que j'ai vu votre show hier soir. » Elle dit « On en a parlé jusqu'à 1h du matin. » Elle dit « On s'est jamais parlé comme ça à la maison. » Elle n'était pas fine. Elle m'emmène jusqu'au cégep, j'ouvre la porte, elle dit « Merci. » Et ça a fait, ben oui, c'est une partie, et ça m'a vraiment marqué, parce que ça a fait « Oh mon Dieu, on parlait de ma pièce. » Ça a créé comme quelque chose qui n'était pas... on embarque dans le char, on va les payer à la gardienne. C'était pas drôle. Et donc, abandon du tourisme à Matane. Oui, mais je pense que je l'avais abandonné très, très tôt. Tu vas finalement étudier le théâtre. Et oui, après ça, je m'en vais à Ottawa. Pourquoi Ottawa? C'est parce que c'était le seul endroit où il y avait une spécialisation en mise en scène. Alors, je voulais aller faire ma spécialisation en mise en scène et finalement, j'ai plutôt fait une spécialisation en dramaturgie. J'avoue que c'était... je remercie énormément mes professeurs. Et en passant, en étudiant à Ottawa à l'époque, je n'avais pas besoin d'aller en Europe. Tous mes professeurs étaient européens. Ce qui fait que même parler du théâtre québécois, parler de Tremblay,
C'est comme j'ai essayé de faire un exposé parce qu'on parlait d'histoire, puis j'ai essayé de faire un exposé sur le théâtre Neptune, qui a été le premier théâtre si on peut dire en Nouvelle-France, mais c'était dans le coin d'Halifax. Mon exposé a été refusé parce que c'est comme si on n'existait pas. Mais quand même, c'était au bout parce que j'avais pas besoin d'aller en France, j'y étais. Et mes profs et le département, le directeur du département, Tibor Egervari, qui était hongrois, a décidé de déceler ma fibre d'écrivain et a tout mis en place pour que j'ai une véritable formation en dramaturgie. Et les deuxièmes années ont monté ma pièce, qui était extrêmement rare à l'époque, de monter la pièce d'un étudiant. Alors, ce qui fait que j'ai été très supporté à l'école. Mais c'était formidable parce que c'est vrai qu'après ça, tu reviens chez toi, mais tu as une formation qui est très, très large parce que j'ai étudié avec ceux qui ont côtoyé Krotowski, qui ont côtoyé la nièce aussi, Bertolt Brecht. C'était comme extraordinaire comme expérience. Oui. Après quelques pièces, arrive un moment charnière. Je crois que c'est pas exagéré d'utiliser ce mot-là. Les Feluettes est montée. C'est un événement, c'est une consécration. Tu n'as pas encore 30 ans. Comment tu as vécu cet épisode-là? Heureux que la pièce ait une telle réception, mais un peu, c'était un choc. Je raccorde un peu les choses. J'habite à Ottawa, je viens de finir mes études en théâtre. Je commence à travailler un peu avec les troupes franco-ontariennes. Je joue en passant. J'ai joué très longtemps en passant comme comédie de l'art à masque. Et quand j'enlevais le masque, personne ne m'a engagé. Alors, ce qui fait que les Feluettes arrivent à Montréal, et c'est comme maintenant, je découvre un autre monde qui est un peu, oui, c'est le théâtre, mais qui s'accole aussi au showbiz. Je suis un peu snob, j'arrive de l'université, et soudainement, dans un party, Paillasson est mon ami, Fanfreluche est mon ami, Janine Souto m'embrasse. Et là, j'ai été très choqué de ça parce que je trouvais que tout allait à une vitesse. Et j'avais l'impression que puis je pense que ça arrive à beaucoup de jeunes artistes qui soudainement sont projetés comme ça, qu'on a l'impression qu'on se cogne la tête au plafond et que nous serons qu'un feu de paille. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inquiété, ça m'a beaucoup troublé. Mais à côté de ça, la réception des Feluettes et de la pièce, Brassard a fait une mise en scène exceptionnelle, d'une grande rigueur, les acteurs étaient fabuleux. Alors, ce qui fait que, oui, ça a été une grande carte de visite pour moi de carrière. J'ai toujours dit que Brassard, sans Brassard dans ma vie, si jeune, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. C'est une pièce maîtresse aussi, les Feluettes, au niveau des thèmes, au niveau des motifs. L'homosexualité, évidemment, le secret, la figure de la mère, ta fascination pour l'histoire, j'en passe, tout est là, l'ombre du clergé, évidemment. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà conscience de cette fascination-là que tu avais pour ces thèmes-là, ou c'était plutôt organique? Comme j'ai dit, j'avais envie de raconter une histoire d'amour qu'on ne m'avait jamais racontée. Alors, ce qu'il fallait que... J'avais fait des recherches et tout ce qu'on trouvait dans les archives, c'est que tout ce qui considérait l'homosexualité, c'était la prison, c'était l'institut psychiatrique, c'était la déviance, il n'y avait rien. Et dans les... j'ai cherché un lieu, un site pour mettre cette histoire-là ici, chez nous, sans voir... Parce que c'est un discours amoureux que, oui, j'ai toujours trouvé qui était une importation d'Europe. Parce que comme dit Simon dans la pièce, l'autre dit « je t'aime », et l'autre dit « moi, j'ai appris à le dire ». Non, c'est dans les Muses orphelines, j'ai appris à le dire, j'ai pas appris à radoter dessus. Déjà là, tu sais, les gars, déjà de le dire, c'était immense. Alors, ce qui fait que le cadre que j'ai choisi, je savais, était un cadre baroque, parce que c'est vrai l'histoire des Feluettes de Roberval, dans la région du Lac-Saint-Jean, à la fin du 20e siècle, il y a des barons, des comtes, il y a cet immense hôtel de 220 chambres bâti comme une utopie d'un millionnaire bostonien qui a bâti le chemin de fer, qui vient jusqu'à Roberval, et dont le Gotha du monde entier, à la recherche de lieux exotiques, viennent y pêcher la Wananiche, viennent y passer des séjours, et vous devriez voir, j'ai déjà vu le registre de l'hôtel, où tu as Edison qui est venu, qui a fait une démonstration, on est à Roberval, et
en même temps la communauté des Premières Nations amérindiennes de Mastoyache et tu as les colons québécois et les prêtres. Alors, ce qui fait que j'avais le décor extraordinaire pour planter cette histoire-là d'amour entre un Québécois, colon, parce que Roberval était tout jeune, et le comte français. Puis en même temps, ben, c'est vrai que j'ai poussé ma chance parce que j'ai décidé qu'il montait une pièce de D'Annunzio, le martyr de Saint-Sébastien, et j'ai fait une pièce mise en abîme, du théâtre dans le théâtre dans le théâtre. Vraiment, je me suis fait gratiner, mais je croyais vraiment que ça allait être un succès populaire. Ça, j'y croyais fondamentalement. J'avais dit à André, à Brassard, parce que Brassard a dit, on va s'intéresser, tu vas voir, tu vas n'intéresser que les petites moustaches et les perfectos. À l'époque, il y avait les petits côtes de cuir qui s'appelaient les perfectos, puis les petites moustaches. Puis je dis, non, André, tu vas voir, je vais m'adresser à tout le monde. Un an après, on était au TNM. Alors, on était dans cette espèce de... Et je pense aussi que les Foluettes, il faut parler également de René Daniel Dubois et de Normand Chorette. Je pense à Provincetown Playhouse, je pense à Being at Home with Claude. À l'époque, il y avait une espèce de malentendu, à cause bien sûr de l'avènement du féminisme, un malentendu sur les questions amoureuses entre les hommes et les femmes. Disons qu'on n'était pas prêt au romantisme. Alors, c'est par nous que s'est passée cette permission-là de croire encore à l'amour. Ou du moins, en tout cas, dans sa représentation romantique. Tu disais que tu croyais au succès populaire de la pièce, ce fut le cas. Est-ce que par la suite, ce triomphe-là, parce que ça a été un triomphe, ça t'a enhardi pour la suite ou ça t'a donné un certain vertige? J'ai appris à ce moment-là, que c'est André aussi qui m'avait expliqué ça, que soudainement, je me suis cru le roi Midas, dans le sens que l'ego était à ce point flatté et j'avais l'impression que tout ce que j'allais écrire dorénavant serait d'or, alors que j'ai vraiment frappé mon Waterloo avec les Muses orphelines, parce que j'ai écrit dans la foulée, après les Folies, j'ai écrit les Muses orphelines, et un mois avant, nous avons failli annuler le spectacle parce que je n'avais pas mon troisième acte. Parce que là, j'étais rendu que j'écrivais et j'avais toute la critique autour de moi qui disait « Waouh, waouh !» Et ça fait non, il faut revenir à la base, à l'atelier, au questionnement, à essai-erreur, il faut revenir à tout ça. Alors, ça a été rapide que ça m'a un peu dégonflé les prétentions que tout ce que j'écrivais était d'or. Tu évoques les ateliers. J'aimerais qu'on parle un peu de ton processus créatif. Michel-Marc Bouchard qui écrit, qui travaille sur une pièce. Ça a l'air de quoi concrètement? Je dirais qu'au début, ça a l'air d'un chantier qui va dans toutes les directions, mais j'y vais beaucoup d'une façon intuitive, c'est-à-dire que j'essaie environ un peu les parfums, un peu les images, et je vais créer une espèce de monde virtuel autour de ça. C'est-à-dire que je vais aller chercher les images, trouver les bonnes musiques qui m'inspirent, trouver, autrement dit, et penser à des interprètes. Et à un moment donné, au bout de 20-25 pages de texte qui est assez chaotique, apparaît, parce que j'apprends à mes étudiants, il faut écouter ce qu'on a écrit. C'est important que les premières pages nous parlent, et souvent, tout est là. Et à partir de ça, ben, il y a des premières versions, deuxième version, troisième version. La Divine Illusion, on est arrivé à 23 versions. Embrasse, on est arrivé à 14 versions. Et ce sont des versions qui peuvent se tenir, mais dans lesquelles il manque des choses ou je ne suis pas satisfait de... Alors, j'ai développé une espèce d'approche, mais qui existait déjà avant, c'est-à-dire les lectures non syndicales dans ma cuisine, avec les interprètes. Alors souvent, j'ai mon casting 2 à 3 ans, même avant. Alors ce qui fait qu'on chemine dans... Et c'est pas une création collective, dans le sens j'ai besoin d'entendre mes mots. Et après ça, ben, je suis ouvert à toutes les questions. J'ai toujours dit qu'une question est beaucoup plus profitable pour un auteur que la réponse. Alors ce qui fait qu'à travers ça, ben, on chemine et on peut avoir 4-5 lectures, certainement, dans ce laps de temps-là, où j'arrive avec des propositions, ou des fois, j'arrive juste avec un acte. Voilà. J'évoquais un peu plus tôt les différents thèmes et motifs récurrents dans ton œuvre. Je présume que quand tu travailles sur une nouvelle pièce,
pas conscient de revisiter tel thème ou de réutiliser tel motif, ce serait handicapant, je présume. Mais est-ce que tu as une auto-analyse après coup? Comment tu vois ton œuvre? Je dirais que c'est sûr, il y a des choses qui sont récurrentes avec le temps, puis ça, ben, c'est juste mon écriture qui m'a le raconté comme moi-même j'ai vu. La présence de l'étranger qui revient dans son milieu, ça, c'est très présent et c'était pas volontaire. C'est avec le temps que je me suis aperçu que beaucoup. Le rapport que nous avons avec l'art. Alors souvent, il va y avoir des artistes ratés, des artistes accomplis, il va y avoir des gens de l'étranger qui vont nous parler d'art, il va y avoir une quête d'art. Comme exemple, mon dernier opéra, La beauté du monde, dont Julien Bilodeau, mon complice, est avec nous ce soir. Et on fait bientôt, je ne sais pas qu'on vend des billets, là, mais on fait bientôt Christine la Reine-Garçon l'an prochain à l'Opéra de Montréal, avec encore Julien. Alors, je suis en train de me perdre. J'allais dire, oui, que les thèmes récurrents reviennent. Beaucoup, exemple, le rapport aux vêtements est très présent dans mon travail. Le rapport au costume, le rapport à l'accessoire de costume, mais tu sais, ça revient beaucoup du fait que ma mère nous habillait. Ma mère, je pense, jusqu'à l'âge de 10 ans, on n'a jamais acheté de vêtements, elle fabriquait tout. Alors, ce qui fait que je pense que c'est un peu ça qui revient. Et surtout au théâtre, le costume est un peu la deuxième peau du personnage. Alors, il y a des choses qui reviennent comme ça et avec lesquelles je me suis quand même réconcilié. Je les vois réapparaître. Allons-y. Parler particulièrement de l'écriture du théâtre aussi. L'écrivain, en tout cas, peut des fois la limiter à l'anecdote. Mais la chance d'être joué à l'étranger nous apprend beaucoup de choses sur nos pièces qu'on ne connaissait pas. Quand j'ai vu Thomas Laferme en Ukraine, et Rostislav, et mon traducteur ukrainien est ici ce soir, c'était très intéressant parce qu'il y avait une interprétation, parce que la pièce a quand même un rapport assez sadomasochiste. Et les gens disaient, au-delà du discours homosexuel, ce qu'on voit là-dedans, c'est notre rapport de l'Ukraine avec la Russie. Avec, au Japon, les Feuillettes jouaient presque uniquement, je ne vous mens pas, ça a joué très longtemps, ça a été repris. Et il y avait même 3 distributions, puis il y avait un fan club, les Feuillettes. 95% de l'assistance, c'était des femmes. Et quand on m'a demandé de prendre la parole, je me suis même parlé un moment donné de la question des gays, du LGBT, la question des... Et la traductrice me dit, elles ne sont pas là pour ça. Mais je dis, pourquoi elles sont là? Elles sont là pour voir des hommes exprimer des émotions. C'est fascinant comment on découvre que nos pièces, alors... et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir Thomas Laferme par les Brésiliens, mais c'est un rapport sur les meurtres d'homosexuels au Brésil, mais toute la chair, le rapport à la pauvreté. Là. Alors, ce qui fait que, c'est sûr que nous, quand on va le raconter, on va arriver souvent à dire, oui, ça c'est mon anecdote, ça, mais le théâtre, ce qui est formidable, c'est qu'on peut y coller une autre culture, on peut y coller une autre lecture. Et c'est des Italiens, entre autres, qui m'avaient appris ça quand j'ai vu la production à Naples du Chemin des Passes dangereuses. C'était une chorégraphie, avec un plateau nu. Alors que nous, quand on l'a créé chez Duceppe, c'est Bayreuth, là, on avait la montagne, le char, on avait même la rivière, ça avait coûté une fortune. Et là-bas, c'est un décor nu, et c'est comme les acteurs qui, en plus, parce qu'ils venaient d'une école de jeu assez particulière, parce que le metteur en scène leur demandait de courir dans la ville 1 heure avant d'entrer en scène. Alors, quand ils rentraient en scène, ils étaient essoufflés, ils étaient en sueur, et c'était une chorégraphie extraordinaire. Et le metteur en scène m'a dit, « Tu as écrit la fable. La fable, le public la reçoit, il l'entend. Maintenant, nous présentons autre chose. Mais ta fable est intacte. » Et ça fait bien. C'est formidable aussi de voir que le théâtre, c'est un art vachement vivant. Je ne sais pas, je suis très ému en parlant. Ça va se passer ce soir. Ça ne s'est pas passé hier. Le théâtre, ça se passe ce soir. C'est formidable parce qu'aussi, les accidents artistiques, les interprètes sont différents. Il n'y a pas un metteur en scène au monde qui est tributaire, qui est le porte-parole de sa culture. Ça fait que j'ai vu mes productions dans toutes sortes de lieux, dans toutes sortes d'approches. OK, il y en a eu de très mauvaises, on s'entend.
Et d'ordinaire, je fais un choc vagal. Mais c'est ça qui est... En tout cas, je ne sais pas si je pense que vous comprenez. C'est toute cette espèce de couche d'interprétation qui est formidable. Sachant cette émotion si vive devant la nature éphémère, la nature unique de chaque représentation, quel rapport tu as avec le cinéma, les adaptations de tes œuvres, où là, le film, une fois qu'il est terminé, il est figé, il ne bougera plus? Oh, le rapport avec le cinéma. J'ai cru longtemps que si je scénarisais les adaptations de mes pièces au cinéma, c'était une façon de faire vivre sur un autre médium et dans un autre espace des personnages. C'était formidable de voir, par exemple, les Feluettes, les personnages que la comtesse courir dans un champ alors que, tu sais, toute la pièce se passe en prison. Sauf qu'avec le temps, je me suis aperçu que dans cette obstination-là, il y avait un côté, excusez-moi le terme anglais, mais control freak. Je pense que je n'étais pas capable d'abandonner au cinéma la lecture qui allait être la lecture unique la plupart du temps. Parce que quand le film est présenté, c'est fait, c'est là. Et c'est comme le point de vue a été décidé. Alors qu'au théâtre, le point de vue est souvent fait, oui, par l'écriture, la mise en scène, mais aussi par le spectateur. Alors, ça a été un rapport, mais on dirait que je me suis obstiné à adapter ces choses-là. Mais là, je me rends compte, avec l'âge, que, oui, j'ai un côté un peu trop contrôlant. C'est pour ça que, exemple, quand est arrivée la proposition de Xavier Dolan de faire Laurier-Godreau, moi, j'ai dit, je ne scénarise pas. Laissons aller. Tu avais scénarisé son Tom à la ferme. Co-scénarisé, mais Xavier a pas mal pris les rênes et c'était correct. C'est bien que Xavier prenne les rênes. Ça, je ne m'étendrai pas. Mais c'était important parce que la pièce existe. La pièce, elle est là. Alors, ce qui fait que, oui, elle va exister dans un autre médium, mais la référence est toujours là. Alors, oui, c'est très dur, le cinéma. C'est très, très dur. C'est vraiment, chaque mot coûte quelque chose, là. Moi, j'avais appris, c'était lorsqu'on a produit Les Feluettes au début avec, entre autres, Arnie Gilbert, où j'ai dit, l'acteur dit, je vois 20 chevaux venir. C'est gratuit. Et Arnie m'a répondu, l'acteur va en avoir un parce qu'on va le voir et je le paye. C'est comme, OK, ça, c'est le cinéma. Et ce qui fait que c'est dur parce que nous avons un cinéma d'État. C'est un cinéma étatique dans le sens qu'il est financé par l'État. Il y a des jurys, il y a du monde, il y a tellement de monde qui disent quelque chose avant qu'on arrive à tourner. Et après ça, c'est les questions de budget, c'est les questions... Ce qui fait que le théâtre, ça coûte pas cher, c'est libre, et, ben, de moins en moins, mais quand même, c'est plus libre. Il y a moins d'intervenants aussi. Quand tu écris une pièce, absolument, versus quand tu écris un scénario, les gens qui vont s'en mêler, qui vont te parler de coûts, qui vont te parler de... Ben, les notes de scénarisation, puis en plus de ça, on s'entend, on s'inscrit dans une longue marche du combattant pour arriver à être financé, puis il faut à un moment donné que l'écrivain... je ne suis pas sûr que c'est un lieu pour la littérature, je dois dire. Là. Je pense que c'est un lieu pour la réalisation. Et surtout, lorsqu'on est dans une tradition de cinéma d'auteur, être scénariste dans une tradition de cinéma d'auteur, c'est pas toujours évident. J'en parle avec beaucoup de bonheur. Hein. Quelque chose de plus heureux. Quand tu travailles à une nouvelle pièce, ces années-ci, est-ce que ton rapport au théâtre, ta manière de travailler, ta manière d'aborder la création a beaucoup changé, a beaucoup évolué par rapport à tes premières Oui, je dirais. Je dirais que, étonnamment, le rapport au cinéma, le rapport à la... OK, il faut dire que je viens d'une école extrêmement classique, ce qui veut dire que je croyais à l'unité de temps, unité de lieu, unité d'action, c'est-à-dire la pièce en 3 actes, la pièce en 2 actes. Et j'y reviens, comme exemple, je suis revenu dans Laurier-Godreau, mais par contre, si on regarde Tom à la ferme qui se découpe en 12 séquences, qui est plus une approche peut-être cinématographique en gros, il y a des sujets qui, je trouve, sont plus probants à l'ellipse, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus probants à une continuité psychologique. Alors, ça dépend vraiment
de ce que m'inspire le sujet ou comment je le travaille. Plusieurs de tes pièces reposent en partie sur une révélation, sur un secret. Est-ce que chaque fois que tu t'attelles à une nouvelle pièce, à une nouvelle œuvre, tu connais déjà la révélation? Le secret vient pendant. Puis pourquoi il y a cette obstination-là du mensonge, du secret, tout ça? C'est tellement agréable, le public. C'est tellement le fun. Il y a un secret, il participe, il est là, puis à quelque part, c'est comme... Le suspense est aussi, un suspense qui est bien écrit, c'est faire oublier le poids de chaque spectateur. Alors, dans une salle, quand c'est long, mon Dieu qu'on pèse pesant. Alors, ce qui fait que le suspense est là, autrement dit, une espèce d'intrigue, une espèce de questionnement qui permet, entre autres, une avancée dans l'action. Je suis vraiment un dinosaure, je le sais, là, dans mon approche d'écriture, mais c'est une chose dans laquelle je crois énormément, qui fait que dans ma quarantaine, je dirais, j'ai commencé à pas mal me croire, parce que j'ai beaucoup joué à l'étranger, c'est que je commençais à faire des affaires trop elliptiques, très songées. Puis à un moment donné, j'ai comme oublié, c'est coudonc. Le public aussi est venu pour jouer. Et je l'ai écrit sur mon ordinateur, en haut, là, et c'est pour moi ce qui m'anime. Le public est aussi venu pour jouer. C'est un propre, c'est très italien, c'est très... Quand tu regardes dans le rétroviseur le chemin parcouru, quelle impression est la plus forte en toi par rapport à ton parcours, par rapport à toute ton œuvre, qui se poursuit par ailleurs? Quelle est l'impression la plus forte? Ouais. Je ne sais pas, j'ai fait un métier qui va vers l'autre. C'est fondamental. On n'existe pas sans l'autre. C'est un métier qui est pratiquement un sport extrême parce qu'on va être là. C'est sûr que l'auteur, même s'il est assis dans la salle, il sue en tabarnak, puis en plus là, c'est une position misérable parce qu'il ne peut rien faire. Et toute ma vie a été d'aller vers l'autre, et je continue à aller vers l'autre. Et ça, c'est l'impression qui va me rester. Dans le sens que dans un perpétuel dialogue, dans une perpétuelle mise à plat, parce que ce qui est formidable, c'est lorsqu'on est d'une façon collégiale en train de travailler sur une œuvre, puis on arrive, oui, à s'arracher les cheveux, puis oui, à se choquer, puis oui, à pleurer, mais nous parlons de l'objet. Nous ne parlons pas, c'est pas nous qu'on atteint. C'est l'objet, et c'est formidable parce que cet objet-là, nous allons le maçonner ensemble. Aller à l'autre, j'aime ça. Merci de venir à nous. Merci à vous. Merci. On a le temps pour quelques questions. Ah, il y a des questions. Je me retire. Merci. Merci, François. Merci. On va passer aux questions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, OK. Tu penses que beaucoup d'impact sur beaucoup de monde dans ta vie, plusieurs personnes que tu ne connais pas du tout. Là, j'ai une question avec ce que tu disais au début. Il est arrivé quelque chose de grave il y a quelques semaines. Quel impact ça a eu, ça? L'impact, je l'ai quand même écrit sur Facebook, tout ça, c'est qu'au moment où il était en train de jouer là-dedans, je me suis rendu compte vraiment que j'avais eu une des vies les plus extraordinaires. Ce qui fait que je suis rempli de plénitude, je ne sais pas comment vous dire ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, oui, je vais continuer à faire beaucoup de choses, mais j'espère que je vais être un peu plus éclairé dans mes choix de faire aussi beaucoup de choses. Avec Loulou. Alors, ouais. Mais c'est surtout, j'étais rempli d'une grande plénitude en disant, si j'ai à partir en ce moment-là, je ne peux que me considérer comme étant un homme qui a eu une sacrément belle vie. Ouais. Merci. D'autres questions? Oui. Je vais juste... Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci.
un peu difficile à répondre. Je remerciais M. Bouchard parce que j'ai travaillé dans le milieu théâtral et on vous a fait, comment je peux dire, on a eu vos pièces et à chaque fois que ça a été joué, ça a été toujours magnifique de voir et le choix de vos comédiens nous ont fait justement vibrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, OK. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé rejoindre Michel Marc à Turin. La pièce « Sous le regard des mouches » était jouée. Et moi, je suis toujours surpris la portée universelle. Hein. C'est incroyable la réceptivité qu'il y avait de ta pièce et la ferveur aussi. Là. C'est comme, ça doit être bouleversant pour toi à chaque fois d'avoir un tel accueil, une telle réceptivité, de voir, tu sais, que tu as conçu quelque chose local presque, et soudainement, ça essaime partout, finalement. C'est quoi le sentiment? Est-ce que tu as toujours ce sentiment-là de l'universel dans ta création? Quand je les vois, les productions, non. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une position misérable d'auteur, que ce soit n'importe quelle langue. Je regarde si je suis au match, je suis en train de... Je viens de voir le match, et c'est comme... Ah, ça va. OK, ça... ouais, OK. Alors, ce qui fait que pendant la représentation, que ce soit en n'importe quelle langue, je suis complètement organique, parce qu'en n'importe quelle langue, vous comprenez que même si c'est une langue que je ne comprends pas, j'ai écrit la pièce. Alors, ce qui fait que musicalité, même en italien, en espagnol, en allemand, qui fait que j'arrive à suivre qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est peut-être après, c'est quelque chose qui me dépasse, j'avoue, Robert. C'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir, cette espèce, effectivement, de... On se parle, et ce soir, Thomas Laferme est joué dans 5 pays. Et c'est comme c'est quelque chose qui alors qu'au début, n'est-ce pas, Louis, que quand je l'ai lu la première fois, tu m'as dit « Tu ne fais pas son monde ». Alors, c'était une pièce qui était comme un peu sombre, un peu, alors que ça a pris une dimension, mais qui me dépasse. Alors, ce qui fait que cette relation-là, non, j'arrive pas à prendre le sentiment de l'universalité, parce que je pense que on écrirait peut-être pas bien la prochaine pièce. Parce qu'on se dirait, ah, ça c'est pour le territoire français, ah, ça, ben, on ne fait pas ça. Merci. Peut-être une dernière question? Oui, Nicolas? Allô? Le jury de ce prix est très littéraire. Une poète, un écrivain, éditeur et une chercheure en littérature. Puis on se trouvait bien hot de faire un gros statement en donnant ce prix à un dramaturge. Et on s'est demandé, puis c'est une question moi-même que je me demandais, quelle est ta relation avec le milieu littéraire qui peut... Ben, en tout cas, moi, de mon point de vue littéraire, a une belle relation avec le théâtre, mais qui peut être une relation tendue parfois. En tout cas, il y a de l'appropriation et des appropriations parfois. Parfois, le théâtre, c'est de la littérature, parfois, c'en est pas. Et donc, oui. Ta relation avec le milieu littéraire et avec la littérature, et qu'est-ce que ça te fait que... Ben, je dirais souvent que le théâtre est boudé comme genre littéraire, parce qu'on ne le considère souvent pas, on ne le considère pas comme une œuvre littéraire à part entière, parce qu'on a décidé qu'il ne se lit pas. C'est vrai, quelque part, il n'a pas été conçu pour être lu. Mais l'écrivain en théâtre fait le même travail, et des fois plus difficilement que l'écrivain en roman ou en poésie. Nous faisons les mêmes types de recherches, nous nous interrogeons d'une façon syntaxique, sur la musicalité, surtout dans notre cas sur la musicalité, parce que ça sera interprété par des acteurs, alors il y aura une voix qui va s'associer à ça. Mais on dirait que parce qu'on n'est pas créé pour être lu,
que souvent on peut être boudé dans, exemple, et je suis extrêmement reconnaissant du prix Violet ce soir, parce qu'on reconnaît avant tout, comme Nicolas, vous venez de le dire, vous reconnaissez l'écriture. Et ça, c'est tout à votre honneur, mais souvent, il y a des prix où on n'est pas... Tout doit être là, y compris la bande dessinée, mais le théâtre n'est pas là. Alors, parce qu'on dirait que on a aussi un rapport qui est au public, qui est très, très différent face au lectorat, dans le sens que les salons du livre, où là, les écrivains rencontrent leur public, mais nous autres, on a des représentations. Et c'est vrai que, bon, on va y aller vers un tabou, que souvent les auteurs de théâtre, avec leurs pièces, peuvent faire beaucoup plus de droit qu'un poète peut faire avec son livre ou un romancier avec son livre. Alors, il y a comme des fois une espèce de clash, je dirais, entre littérature et théâtre. Mais je revendique le fait que nous faisons le même travail, la même recherche et on y met la même passion. Et surtout qu'au théâtre, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de narrateur, en tout cas, dans la formule classique. Hein. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci, Michel. Hey. Merci. Merci tout le monde d'être avec nous ce soir. J'invite tout le monde, on a copie de quelques des œuvres de M. Bouchard en vente chez Paragraphe en arrière. Et si vous voulez rester, à 10h, on a une soirée des lectures LGBTQ. Michel sera présente et va faire une courte lecture aussi. Ça, c'est à 10h et c'est gratuit pour tout le monde. So, merci d'être parmi nous ce soir et bon festival.